Qui dois-je annoncer? Ben moi, Je vois à peu près qui vous êtes, mais ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de télévision, donc c'est... Thierry Ardisson. Ardisson, voilà, Thierry Ardisson. Eh bien, bienvenue à l'Hôtel du Temps, monsieur Ardisson. Ouais, j'ai rendez-vous là. Ah, que de temps perdu à gagner du temps, monsieur Ardisson. Prenez votre temps. Ici, les secondes durent des siècles. Thierry Ardisson a rendez-vous avec Jean Gabin. Il a ressuscité la grande gueule du cinéma français à grand renfort de technologie. Il en a profité pour se refaire la gueule à lui. À l'écran, il s'est rajeuni de 20 ans. Thierry Ardisson joue avec le temps, des stars du passé, des images du futur, un animateur de maintenant. Thierry Ardisson en Dorian Gray de la télévision. L'Institut national des archives lui consacre un canal à part entière sur YouTube. Ça s'appelle Arditube. Tout le monde en parle. Paris dernière, rive droite, rive gauche, bain de minuit, lunettes noires pour nuit blanche, etc. Des centaines d'heures de télé sélectionnées, découpées, éditorialisées et présentées par le Ardisson de maintenant, racontant le Ardisson d'antan. Pour qui? Eh bien, pour les générations de demain, assurément. L'homme en noir tente un miracle, rendre l'éphémère de toute éternité. Ardisson joue avec le temps, Ardisson joue avec la mort, évidemment. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. J'ai pas mauvais caractère. J'ai du caractère, c'est tout. Alors forcément, tu comprends, quand on a du caractère, il est toujours mauvais pour les autres. Parce qu'on fait pas ce qu'ils veulent, hein? Cette idée, Thierry Ardisson, bonjour. Bonjour. Je la trouvais totalement farfelue. Et maintenant que Jean-Paul Belmondo est mort, Oui. je me disais, mais si samedi soir, il y avait Jean-Paul Belmondo face à vous, en train de répondre à une interview façon je ne sais pas quoi, façon Thierry Ardisson, ce serait hyper émouvant. Bien entendu, là Ouais. c'est un peu frais même, parce qu'on est tous bouleversés évidemment par la mort de l'immense Belmondo, mais j'espère effectivement dans l'avenir avoir la chance de faire un hôtel du temps avec Belmondo. Et si vous voulez, quand vous dites une interview, dans l'émission, ils ne disent que des choses qu'ils ont vraiment dites. Et ça c'est très important, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est que les gens comprennent bien que je suis pas en train de faire parler Jean Gabin des Gilets jaunes ou ouais. Belmondo du procès du novembre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué à préparer d'ailleurs, parce que c'est un peu comme Géopardy. On a les réponses et on fait les questions après. Et il faut trouver un ton quand même conversationnel. Ouais. Alors qu'en face de moi, j'avais un comédien excellent, d'ailleurs, qui s'appelle Cédric Weber, et il fallait que je me mette dans la tête que c'était Gabin, qu'il aurait au final la tête de Gabin, et quand il y a une séquence sur le toit de l'Hôtel du Temps, avec le soleil qui se couche et Gabin qui parle de sa mort, et pourtant c'était Cédric Weber, et ben j'ai fondu en larmes. Ouais, elle est très belle cette séquence, parce que moi je pensais que le résultat serait un peu sinistre, un peu crépusculaire. En réalité, c'est très beau, tout ça, c'est une grande prouesse technologique. Les C'est MacGuff, téléspectateurs... il faut les citer. Si vous voulez, merci d'abord de l'intérêt que vous y portez, parce que je crois que c'est très important. Et puis, Ça arrive, en gros, après Noël. oui, c'est ça, Ouais. ça, parce que la France Télévisions a vu Gabin, ils ont beaucoup aimé. Ils m'ont dit, écoute, on voudrait commencer par quelqu'un de peut-être plus fort, je dirais moins service public, c'est horrible, mais quelqu'un qui fasse plus d'audience, comme ça ton émission commencerait avec... Voilà, non mais c'est bien, c'est gentil en même temps, c'est bien vu. Non, je crois qu'il faut quand même remercier d'abord Delphine Ernotte, c'est-à-dire que la première fois que je suis allé la voir avec cette idée, en novembre 2019, elle m'a dit, oui Thierry, donc ça c'est extraordinaire, parce que vous pouvez avoir toutes les bonnes idées du monde, si vous avez personne pour vous les acheter, vous en faites rien. Et puis aussi, il faut citer MacGuff, vous parlez de prouesse technique, c'est une boîte extraordinaire, ils connaissaient pas du tout ce procédé, ils s'y sont mis, je les ai obligés à s'y mettre, et maintenant ils sont devenus, vous savez qu'en France, on est en avance pour une fois, cocorico. C'est-à-dire que l'émission n'existe pas ailleurs, évidemment. On l'a vendue en Espagne, en Italie, en Allemagne, on discute avec les États-Unis. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est typiquement un concept que vous allez vendre à l'international. Oui, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est pour ça, il faut être vraiment se dire, on a un truc, on a inventé un truc. Parce que, alors, je vous dis ça, puis après on parle d'autre chose. Mais j'ai lu deux, trois papiers un peu dubitatifs. Je crois que quand on a vu l'émission, on n'est plus dubitatif, on comprend ma démarche, qui est une démarche de transmission. J'ai été extrêmement respectueux avec les héritiers de Gabin parce que je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, je vais faire ça avec votre père. Je vous montrerai le scénario. Et là, vous ressuscitez Dalida, vous ressuscitez voilà, et chaque Coluche. fois, j'ai vu aussi les héritiers. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, puis après, mais il faut dire une chose, c'est que ce procédé-là, c'est un outil. Et comme un marteau. C'est-à-dire un marteau, vous pouvez taper sur un clou, vous pouvez taper sur une tête. Si vous faites du deepfake, moi j'appelle ça du face retriever parce que c'est plus sophistiqué techniquement que le deepfake. Si vous faites ça, par exemple, vous mettez Emmanuel Macron à poil sur une plage, par exemple. Ça, c'est néfaste, c'est mauvais, c'est pas bien.
si vous mettez, comme il y a sur YouTube, Hitler et Staline qui chantent du ABBA, ça peut être comique. Moi, je suis ni dans le néfaste, ni dans le comique. Je suis dans cette idée d'utiliser la technologie, cet outil technologique, pour être positif, pour être culturel, pour transmettre. Voilà, j'ai tout pour dit. transmettre Voilà. et pour travailler sur les archives. On va en parler ce matin des archives Thierry Ardisson, parce que vous êtes dans un grand travail d'archivage, d'auto-archivage de votre production. Avant de mourir, je mets en ordre mes affaires. Il y a quelque chose comme ça. Fait. J'ai retrouvé sur Arditube, la chaîne que vous consacre Lina, j'ai retrouvé des extraits absolument géniaux de ces dîners cathodiques que vous organisiez chez vous, rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, vous avez invité à dîner Michel Drucker, Nikos Aliagas, Bruno Gassio. Écoutez Frédéric Tadei se demander qu'est-ce qui va rester au fond du cinéma, mais aussi des gens de télévision. Au départ, qui étaient les stars? C'était des gens qui avaient accompli de véritables exploits. Ensuite, le cinéma a inventé les stars qui mimaient les exploits de ceux qui les avaient vraiment commis. C'est vrai. Mais en fait, c'était quand même des surhommes, c'était quand même des mecs qui nous impressionnaient, mais ils ne faisaient qu'incarner l'exploit que d'autres avaient commis. Après, on a descendu d'un cran avec la télévision et on a eu Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault qui sont Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire, ils nous ressemblent. Et ensuite arrive la télé-réalité et là, tout à coup, on prend comme star des gens qui sont, en gros, on va dire, c'est l'idiot du village. C'est-à-dire, c'est l'inférieur. Thierry Ardisson, quand on met ses affaires en ordre, quand on met ses archives en ordre, quand on met l'histoire de la télévision en ordre, on se pose forcément la question de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui passe. Alors moi, j'ai une façon de faire de la télé qui est, enfin, je dis pas différente, mais enfin disons qui est très particulière, c'est que je fais sérieusement des choses superficielles. C'est-à-dire que quand je faisais une interview, je l'écrivais, je la tournais, je la montais et je la mixais. Ce qui fait que ça donne une pérennité aux interviews. C'est pas juste comme si je vois tout le temps à la télé en ce moment. Salut, comment tu vas? Pas du tout. Moi, c'était l'inverse de ça. Souvent, c'était vous êtes né à telle année, vos parents ont fait ça. C'est très didactique déjà au départ. Donc, j'ai pas eu de problème de sélection parce que finalement, il n'y avait pas des mauvaises interviews parce que ce qui était mauvais dans les interviews avait été coupé au montage. Donc, si vous voulez, j'ai pas eu de choix. Après, l'idée, c'était de les classer d'une façon précise, que les ne soient pas devant une masse d'images, c'est très... Quand même, c'est rangé. Votre spécialité, Thierry Ardisson, ça a toujours été de mélanger les stars, et la notion de star a beaucoup changé dans ces années où vous avez fait de la télévision, et des anonymes. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde vos archives, c'est que parfois on se dit, l'animateur reste, c'est vous, l'émission reste, c'est tout le monde en parle, mais la star, enfin, on ne sait pas très bien quel statut lui donner, que vous interviewez à l'époque, elle a complètement disparu. Écoutez Marjolaine qui venait tout le temps chez vous. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui c'est. Ah non, heureusement. Marjolaine, vous avez déclaré, pour me séduire, il faut être sincère, honnête et pas essayer de m'enculer. Est-ce qu'une fois qu'on vous a séduit, ça peut se discuter après? Pardon? Vous pouvez répéter la question? On rigolait bien en tous les cas. Ouais, on rigolait bien, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, il y a des invités qui vieillissent plus vite que l'émission elle-même. Vous dites la télé, c'est éphémère, mais en réalité, la télé, parfois, elle a des dispositifs qui restent et les gens passent. Oui, mais la télé, c'est éphémère parce qu'effectivement, aujourd'hui, que reste-t-il? Moi, la dernière fois que j'étais ici, je vous en remercie encore, c'était pour un documentaire sur l'ORTF. Et justement, ça prouve, le documentaire prouvait ce que vous dites, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils se souviennent plus de Désir Gallard, de Jean-Christophe Averty, de Denise Glaser, et encore moins des gens qui étaient invités chez eux. Alors maintenant, ce que je voudrais dire au sujet de la chaîne YouTube, qui est très important, là c'est pareil, c'est comme Delphine Ernotte, il faut quand même rendre hommage aux gens qui vous ont fait confiance. Je voudrais remercier Laurent Ballet, le patron de Lina, que vous pouvez recevoir, qui est un type vraiment marrant, qui est vraiment sympa. Et lui m'a quand même... Non, on avait fait un site... Venez faire ma prog, je Bien, pense que... Non. Et vous allez inviter que des grands patrons que vous voulez remercier et à qui vous voulez renvoyer des ascenseurs. Et moi, je ferai des trucs beaucoup plus punk que vous. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai que quand même, ils m'ont donné cette chance il y a 10 ans de faire un site avec toutes mes interviews. 10 ans après, il m'appelle et il me dit, Laurent, écoute, est-ce que tu voudrais faire une chaîne YouTube? Ah oui, évidemment. Je veux dire, c'est génial parce que, enfin, je sais pas, mais... Quand on est animateur de télé, on pense qu'on a perdu sa vie, en fait. Et puis, on s'aperçoit quand même qu'il y a 2-3 trucs pas mal, quoi. Donc voilà, c'est récompensant, voilà. Ouais, vous êtes le seul, quand même, à qui Lina a proposé ça. Michel Drucker téléphone tous les jours à Lina. Mais c'est toujours pas fait.
La télé adore recycler sa propre matière et se regarder dans le miroir. On a vu le succès la saison dernière d'Étienne Carbonnier, qui est le gamin qui bosse dans le quotidien et qui en a fait des soirées, des primes, et ça a cartonné. Il y a notamment un prisme autour de la télé des années 90. Qu'est-ce qui marche encore dans cette télé-là pour le spectateur d'aujourd'hui? Ce qui marche, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, il faut dire les choses, sinon je serais toujours en train de faire un talk show. Je veux dire, quand j'étais viré par Bolloré, il y a d'autres chaînes qui m'ont appelé, j'aurais pu aller faire un talk show ailleurs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de stars. C'est-à-dire que Gainsbourg est mort, quoi, pour résumer. Les stars qui restent, elles vont pas à la télé, parce qu'elles trouvent ça pas chic. C'est avant la télé, vous avez appelé quelqu'un, il était déjà au maquillage. Hein. Maintenant, c'est moins chic. Donc, par exemple, ils font des 20h. Ah, ça, c'est très chic. Le 20h du dimanche soir sur TF1, c'est formidable. Ils vont plus à la télé. Donc, il n'y a plus de stars. Et celles qui viennent à la télé, les stars qui viennent à la télé, elles veulent pas parler parce qu'elles ont peur des réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que c'est fini. Le talk show, le vrai talk show, évidemment, on peut toujours faire de la promo en disant votre film est formidable, ça, il y en a tous les jours. Mais le vrai talk show incisif, impertinent, punk, comme vous venez de le dire, ne peut plus exister. Parce que, un, il n'y a plus la matière, et deux, si tant est qu'il y ait la matière, ils ont peur, ils sont terrorisés. Moi, je me souviens, je vous raconte cette anecdote quand même, un jour, je reçois, à la fin de C8, je reçois Franck Dubosc. C8, c'était Salut les Terriens. Oui, c'était la fin de Salut les archives de Salut les Terriens arrivent sur la chaîne YouTube. Vous venez juste de négocier l'arrivée de ces archives. Voilà, ça c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a toutes mes émissions de TF1, France 2, Paris Première, Canal et C8, qui était la fin des Terriens. Et donc, l'attaché de presse me dit, j'espère que tu vas pas lui parler des Gilets jaunes. J'ai dit, pourquoi? Non, écoute, sois gentil, il vient d'avoir une histoire avec les Gilets jaunes, Franck, faut pas déconner. Franck arrive, je dis, mais pourquoi votre attaché de presse m'a dit de pas vous parler des Gilets jaunes? Bon, la fille vient me voir à la fin de l'émission, elle me dit, t'as bien compris, tu l'auras plus jamais. Donc ça veut dire que maintenant, tout est beaucoup négocié d'avance avec les attachés de presse. Vous parlez de ça, vous parlez pas de ça. Une fois qu'ils sont là, ils sont terrorisés par les réseaux sociaux. Donc le métier est mort. Je vous dis tout de suite, le vrai talk show, encore une fois, après, on peut faire de la promotion. Mais par exemple, ce qui m'impressionne, c'est que depuis quelques mois sur TikTok, qui est vraiment le réseau le plus jeune de tous les réseaux sociaux, voilà, et les gamins s'échangent des dizaines de vidéos d'extraits de Bataille et Fontaine. Ah oui, ça c'est grave. Ça c'est grave. Et par ailleurs, vous me diriez c'est apostrophe qui s'échange, je dirais ça va, mais là. Et par ailleurs, on s'est demandé aussi avec l'équipe de l'Instant M, qu'est-ce qui restait de la télévision, qu'est-ce qui vieillissait moins. Alors c'est sûr que les Marjolaine et autres starlettes éphémères, elles disparaissent complètement. Et en même temps, on se dit ce qui marche le mieux, ce qui vieillit le mieux, c'est la télévision de témoignages. Vous en avez recueilli beaucoup, des témoignages. Il y a un extrait, c'était un type qui s'appelle Jessie, qui a raconté son enfance. Ça revient non-stop sur les réseaux sociaux. Tout le temps, au quotidien, j'avais des maltraitances. Le classique, c'était le martinet. D'accord? On me mettait à genoux sur une grille, un paillasson métallique, ça fait super mal. Le métal sur le genou, la sensation avec les mains sur la tête, c'est horrible. Et ça revient tout le temps. Ça vieillit pas. C'est jamais daté. Mais je vais vous dire une chose. La télévision peut être très négative pour un animateur. Elle peut vous enfermer dans une espèce de tour d'ivoire, et puis vous commencez à regarder les gens de haut, et puis vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas, mais enfin vous prenez pour une star, etc. Moi, la télévision, j'étais très bunkérisé. Moi, quand j'ai commencé la télé, j'étais pas bien, j'étais bunkérisé. Et la télévision m'a obligé à m'intéresser aux autres. Ce qui est incroyable. J'étais payé pour m'intéresser, par exemple, à Jessie, dont vous venez. J'étais payé pour m'intéresser aux gens. Et je travaille sur Coluche en ce moment, et Coluche c'est pareil. Pour Hôtel du Temps, pour l'année prochaine. Et Coluche, quand il était jeune, il détestait la terre entière. Il était très célinien, Coluche, en fait. Il trouvait que les pauvres étaient cons d'accepter leurs conditions de pauvres, et voilà. Et à force de parler avec les gens à la radio, à Europe 1, quand il parlait l'après-midi avec des gens qui racontaient leurs malheurs, la radio, moi c'est la télé, lui c'est la radio. La radio l'a rapproché des gens. Et il a terminé en Saint Coluche, quoi. Les Restos du Cœur, l'Éthiopie, enfin tout ça. C'est-à-dire que, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de travailler sur lui, parce que c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que la télé, au lieu de nous isoler du monde, nous a rapproché du monde. Alors, je dirais pas que la radio a humanisé Coluche, mais il était déjà très humaniste, mais il était de moins en moins célinien, en tout cas. Sur Harditube, j'ai retrouvé pas mal d'archives, des choses qui m'ont totalement étonnée. Vous, par exemple, en train de dire de quelle classe sociale doit être issu un animateur télé, et justement, ça, c'est exactement ce que vous venez de raconter. C'est vrai que la plupart des animateurs qui ont réussi à la télé sont des gens qui sont issus de la petite bourgeoisie. Quand, quand tu viens d'une classe sociale trop élevée, tu n'as pas le contact avec les gens, et quand tu viens d'une classe sociale trop lumpen prolétariat, tu n'as pas le contact non plus.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... La télévision comme triomphe de la petite bourgeoisie. Oui, parce que les gens... En fait, une interview, ça se passe entre quatre yeux, comme je l'ai dit dans Le Parisien, en parlant de Ruquier, c'est qu'en fait, si vous voulez, il faut avoir le contact avec les gens. Si vous avez été élevé vraiment dans une classe sociale, vous êtes allé dans des collèges anglais, vous avez fréquenté des rallyes, vous êtes allé au golf avec papa, c'est pas possible. Ce qui n'est pas l'histoire de Ruquier. Hein. Non, Ruquier, c'est autre chose. Non, Ruquier, c'était sur l'histoire. Faut-il interviewer à deux ou... Oui. Voilà, mais c'est une autre question. Mais si vous voulez... et que si vous venez du lumpen prolétariat, vous n'avez pas les codes, vous n'avez pas la culture générale. C'est souvent ce qui se passe avec les animateurs aujourd'hui. On voit bien qu'ils n'ont pas de culture générale. Et si vous voulez, c'est très compliqué quand vous n'avez pas de culture générale de faire parler quelqu'un qui a priori en a plus que vous. Donc la petite bourgeoisie qui est allée à l'école, c'est formidable. En 1986, vous n'étiez pas encore une star de télé, vous étiez un pubard. Ouais. Vous veniez de sortir un livre sur l'histoire des Bourbons et sur votre vocation monarchiste. Vous étiez invité chez Pivot. Vous portiez à l'époque un costard beige et un polo bordeaux. Je regrette. C'est peut-être la dernière fois. Je regrette. Écoutez ce que vous disiez. Regardez, en 80, président Mitterrand fait une affiche, la force tranquille, le petit clocher, le ciel bleu, blanc, rouge, enfin, tout ça c'était un peu pétiniste. Séguéla, c'est Séguéla qui est là. C'est Séguéla qui l'a fait. Ah bon, il était pétainiste, Séguéla. Non, l'affiche est un peu pétiniste. Ah bon, ouais. Alors moi je me dis que dans l'avenir, si on a de l'argent et une bonne agence, tout le monde peut se faire élire président de la République, surtout que maintenant que c'est au suffrage universel. Je suis inquiet pour la démocratie, réellement, j'ai peur. J'ai peur qu'on ait la naissance d'espèces de petits Hitler médiatiques comme ça. Ils sont nés, les petits Hitler médiatiques, depuis Thierry Ardisson? Disons que oui, disons que on voit bien les élections, en France encore, ça se passe encore à peu près bien, mais enfin quand vous voyez Bolsonaro par exemple, quand vous voyez Orban, quand vous voyez le Turc Erdogan, on voit bien qu'on assiste à la naissance de petits Hitler médiatiques, absolument, parce que... je sais plus dans quel ils vous interdisent l'info, quoi, après à un moment, donc on est bien. Et eux, ils se vendent... Vous reviendrez pour nous parler d'Hôtel du Vent? Ah, mais maintenant on est copains. La première fois c'était un peu chaud. Mais vous aviez... Non, mais je vais vous dire une chose. Non, mais je vais vous dire un truc, Sonia, honnêtement. Ouais. La première fois que je suis venu, vous m'avez dit, en gros, un mec comme vous, avec tout ce que vous avez fait, vous retrouvez sur C8 en train d'interviewer je sais pas qui, franchement, ça me déçoit. C'était pas vrai. Mais à la limite, c'est comme ça que je l'ai vécu. Non. C'est pour ça que j'ai fait Hôtel du Temps. Vous veniez de produire une série qui s'appelait Péplum sur M6. Oui. Et je la trouvais pas bonne du tout. Elle n'a pas marché. Hein. Elle n'a pas marché. Non. Et vous m'aviez hurlé dessus en me disant que je n'avais pas à vous donner des leçons de production. Et je me disais, un mec qui a toujours revendiqué la culture à la télévision, le divertissement de qualité, etc., il pourrait faire mieux que ça. Je vous ai écouté. La preuve, c'est que je reviens avec Hôtel du Temps. Voilà. Merci beaucoup, merci, Thierry Ardisson. Harditube est donc en accès, évidemment, pour tout le monde gratuit sur YouTube. Et c'est signé Lina. Et pour être sûr de ne rien rater de Ina Harditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.